Alors je commence. Bonjour à tous. J'ai vu que l'assemblée était dense. Donc on va aborder aujourd'hui la classification. C'est bien ça, Mirella, hein. C'était le cours sur la classification des cardiopathies Oui, congénitales. c'est ça, et on fera hypertension après. La prochaine fois, c'est ça. Oui. Donc vous avez fait la physiologie, donc ça va être un petit peu, vous avez déjà abordé une partie de ce cours. Donc moi je me présente, je m'appelle Marilyn Lévy, je suis cardiopédiatre depuis quelques années maintenant. Je travaille en chirurgie cardiaque à Necker, dans le département dans l'unité des cardiopathies. Et je suis à mi-temps, PH mi-temps à l'hôpital, et je suis à mi-temps à l'UE3C, qui est un cabinet qui se trouve avenue de Lovendal, spécialisé à la fois en dépistage des cardiopathies congénitales in utero et prise en charge des enfants jusqu'à l'âge adulte, puisque ma valence de cardiologue adulte me permet de suivre ces cardiopathies qui ne sont pas bien maîtrisées encore, quoique maintenant il y a certains cardiologues qui se spécialisent enfin dans le congénital, mais c'est un suivi longitudinal de la période fœtale à la période adulte. Donc ces cardiopathies, les cardiopathies congénitales sont très fréquentes. Il y a environ 1% des enfants qui vont naître avec une cardiopathie, c'est 8 pour 1000 exactement, dont 3 pour 1000 auront vraiment besoin d'une prise en charge. Toutes les cardiopathies, heureusement, ne sont pas graves au point d'avoir une prise en charge durant toute la vie et surtout une prise en charge chirurgicale, mais quand même, 3 pour 1000 naissances, c'est une cardiopathie sévère avec justification d'une prise en charge néonatale chirurgicale. Donc, c'est 7000 enfants environ par an en France qui naissent avec une cardiopathie. Alors, elles n'ont pas toutes la même gravité. 30% de communication interventriculaire, elles n'ont pas, là aussi, au sein des communications interventriculaires, on va voir qu'elles n'ont pas toutes la même signification, ni embryologique, ni physiologique. Il y a les cardiopathies conotroncales et des cardiopathies, dans 50% des cas, c'est un panel qu'on va essayer de voir. Les pathologies, tout ça pour vous dire que c'est extrêmement fréquent, c'est une des pathologies les plus fréquentes, bien qu'on en parle très peu. On va dépister la trisomie 21 qui est autrement plus rare que la cardiopathie, et le dépistage ne fait pas partie de la prise en charge globale aujourd'hui, alors que c'est une pathologie extrêmement fréquente. Alors, les classifications que je suis censée aborder aujourd'hui, elles sont multiples. Et on s'est pris la tête avec Nadine David. On a refait, là, je vous ai montré les deux livres qui pourraient vous aider sur le versant cardiologie fœtale. Il vient de paraître. On l'a écrit avec Nadine David. Ça nous a demandé beaucoup, beaucoup de travail. Il y a beaucoup de schémas, beaucoup d'illustrations. Et la cardiologie pratique qui vient de sortir dans sa 5e édition, où là aussi, toutes les cardiopathies sont schématisées et expliquées sur le versant physiologique et prises en charge. Mais dans les classifications, il y a une multitude de classifications selon que l'on aborde les cardiopathies par le biais de l'embryologie, l'embryogénèse, la classification anatomique, la classification mécanistique, la classification génétique, la classification physiologique. Moi, j'aime la physiologie, j'aime comprendre ce qui se passe, mais globalement, les classifications qui ont été retenues à l'international aujourd'hui, je vous la montre ici. C'est la classification internationale qui en est à sa 11e version. Et dans les classifications, ils ont décidé de prendre plutôt une classification purement anatomique à chaque étage du thorax, en gros, thoraco-abdominal, c'est-à-dire la position, il y a 10 classes, la position des organes. Le cœur, il peut être soit à gauche, soit à droite, soit au centre, soit même en extracardiaque. Les oreillettes, est-ce qu'elles sont en position de situs solitus ou inversus, on verra. Les ventricules, est-ce qu'ils sont superposés, est-ce qu'ils ont une position l'un par rapport à l'autre. Les racines artérielles, est-ce que l'aorte est antérieure, postérieure, latérale, gauche-droite. Les viscères, ce sont tous les isomérismes. Et ensuite, on va prendre étape par étape, c'est-à-dire les connexions auriculo-ventriculaires et ventriculo-artérielles, les veines systémiques et pulmonaires, les oreillettes, le septum, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, la jonction auriculo-ventriculaire, le ventricule, une classe à part pour les ventricules uniques, les valves artérielles, les artères et les coronaires. Donc, 10 classes dans cette cardiopathie. Alors, l'avantage, c'est que c'est anatomique, effectivement. Le gros inconvénient, c'est que il y a forcément, si on ne regarde que l'aspect anatomique des cardiopathies, eh bien, c'est complètement illogique, par exemple, de dire que la tétralogite Fallot ou la PSO est une pathologie du ventricule droit.
Ça n'est pas une pathologie du ventricule droit, c'est une cardiopathie qui est liée à un défaut de septation qui a conduit à une anomalie, mais c'est en rien une pathologie du ventricule droit, la tétralogie de Fallot. Alors, donc, voilà. Et puis, de même, le ventricule droit à double issue ou le tronc artériel commun, certes, il y a une anomalie des connexions ventriculo-artérielles, mais ça n'est pas une pathologie en soi ni du ventricule ni de l'artère. C'est vraiment parce qu'embryologiquement, il s'est produit quelque chose à une étape de l'embryogenèse que l'on va voir qu'il y a cette pathologie. Donc, mais en même temps, il faut bien choisir une classification et comme on dit dans une discussion, il faut qu'il y ait un point final. Et le point final, il a été remporté par les anatomistes en disant, certes, il y aura des imperfections, tout comme il y aura aussi des imperfections si on choisit une autre classification, qu'elle soit physiologique ou embryologique. Donc, un bref rappel embryologique, je sais que ça vous ramène à quelques années en arrière, mais néanmoins, il faut se rappeler que le cœur provient des tubes endocardiaques qui vont fusionner pour donner le tube cardiaque primitif. Ce tube cardiaque primitif, il va y avoir à un moment donné l'oreillette primitive, le ventricule primitif, le bulbus cordis, et qui va donner le pôle artériel et les futures aortes et artères pulmonaires. Donc ce tube cardiaque primitif, chaque segment est composé de deux couches, interne l'endocarde ou endothélium au niveau des vaisseaux, externe le myocarde, et entre les deux, il y a ce qu'on appelle la matrice extracellulaire ou la gelée cardiaque. Et ce tube cardiaque, eh bien, il va subir une modification parce que ce tube cardiaque va faire ce que l'on appelle une boucle. Et le sens de la boucle va déterminer toute la position et la formation du cœur ultérieur, c'est-à-dire que la loupe, elle est des loupes, une loupe à droite, et cette boucle droite va conduire à une latéralisation du cœur qui va venir s'enrouler et le cœur va prendre sa position intrathoracique avec une pointe à gauche. Donc, lorsque la boucle est bien à droite et que tout va se faire correctement, eh bien, on va avoir une boucle droite et on va voir que la pointe du cœur et des ventricules va se situer à gauche et que les oreillettes, elles, vont prendre une position plus postérieure avec l'oreillette droite à droite de l'oreillette gauche, ce qui détermine le situs solitus. Si la loupe se fait à l'inverse, eh bien, soit tout est complètement inversé, c'est ce qu'on appelle le situs inversus complet, soit une partie seulement est inversée et on va rentrer dans l'horrible classification des isomérismes, mais j'imagine que vous avez dû avoir les cours d'anatomie cardiaque. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas que le tube cardiaque qui contribue à la formation du cœur. Il y a certes le tube cardiaque avec son oreillette primitive, son ventricule primitif, le pôle artériel, le pôle veineux, mais on sait qu'il y a aussi une migration des cellules de la crête neurale qui vont contribuer à la formation du cœur, et il va y avoir aussi l'incorporation des cellules ce que l'on appelle le champ cardiaque antérieur ou secondaire, et la cavité postérieure va donner la future oreillette primitive, puis oreillette gauche. La cavité antérieure va donner le futur ventricule primitif, puis plutôt le ventricule gauche, alors que les cellules de la crête neurale et l'air cardiaque vont contribuer à la finition du ventricule droit et des voies d'éjection. Donc, l'origine cardiaque, on vient de le dire, ça n'est pas que le tube cardiaque. Et le conotroncus, eh bien, cette partie des voies d'éjection est composée à la fois de cellules de la crête neurale pour la partie distale et des cellules de l'air cardiaque antérieur pour la partie proximale et les voies d'éjection, vraiment la sortie du ventricule droit vers l'artère pulmonaire et du ventricule gauche vers l'aorte. Donc, ces différentes étapes, on sait qu'il va y avoir en fait, de façon un petit peu pédagogique, on va séparer les étapes, mais tout est un petit peu interconnecté. C'est-à-dire qu'on va avoir la boucle entre la 3e et la 6e semaine, mais la convergence va, elle, débuter entre 5 et 6 semaines. Et ce qu'on appelle le wedging ou l'encastrement qui fait que l'aorte va venir prendre sa position finale ici au centre du cœur et faire disparaître ce que l'on appelle la disparition du conus au niveau des voies d'éjection gauche, qui conduit à cette fameuse continuité mitro-aortique qui est très importante à voir. Et cette continuité mitro-aortique ne pourra exister que si on a une bonne
finition du cœur, c'est-à-dire un encastrement, une migration avec l'aorte qui vient complètement glisser et s'incorporer ici entre la mitrale et la cloison interventriculaire. Et lors de la formation et de la séparation de l'aorte et de l'artère pulmonaire, puisqu'on a dit qu'on a un pôle artériel à un moment, et il va y avoir une septation de ce pôle artériel en future aorte et future artère pulmonaire avec cette espèce de cloisonnement hélicoïdal, eh bien, l'artère pulmonaire, elle va rester antérieure et un petit peu en suspension parce qu'il y a du conus. Il reste du muscle ici sous l'artère pulmonaire, ce qu'on appelle l'infundibulum, qui est le résidu du conus sous-pulmonaire, alors qu'au niveau aortique, il n'y a plus de conus et on va avoir cette continuité mitro-aortique. Donc le cœur, il ne sera terminé que si on a un bon looping, une bonne boucle AJ23, une bonne convergence qui va assurer la concordance entre les oreillettes et les ventricules, et aussi entre les ventricules et les artères, mais surtout le wedging qui va justement venir faire incorporer cette aorte avec effacement du conus à gauche et persistance à droite. Et comme je disais tout à l'heure, on ne peut dissocier la formation du cœur de tous les autres organes. Tout ça se fait de façon concomitante et surtout la formation des poumons est tout à fait concomitante de celle du cœur et cette interconnexion entre les poumons et le cœur, on la reverra lors de l'embryogénèse que je vous rappellerai aussi sur le cours de l'hypertension pulmonaire. Pourquoi est-ce que les cardiologues et les pneumologues sont aussi interconnectés? C'est que ces deux organes sont complètement indissociables, travaillent entre eux. L'oxygénation des tissus ne peut être assurée par le cœur que si le poumon fonctionne bien. Donc, il est logique que le cœur et le poumon soient formés de façon tout à fait interdépendante. Donc, cette formation du cœur, vous savez qu'à un moment donné, le cœur est central, les structures sont symétriques et au fur et à mesure de l'évolution, eh bien, on va avoir une disparition de tout le réseau veineux situé à gauche et ne persistera de cette ancienne veine gauche, cardinale gauche, qui va devenir le sinus coronaire. Il ne restera de ce réseau veineux gauche que le sinus coronaire. Et dans un certain nombre de cas, il y aura ce qu'on appelle la persistance de la veine cave supérieure gauche. Et vous savez que cette persistance de veine supérieure gauche, eh bien, quand on comprend l'embryogénèse, on perçoit tout à fait qu'on ait un sinus coronaire dilaté en cas de persistance de la veine cave supérieure gauche, puisque celle-ci se draine obligatoirement au sinus coronaire. Alors, il y a des formes anatomiques très rares de veine cave supérieure gauche à l'oreillette gauche, mais ce que vous devez retenir, c'est qu'en général, lorsqu'il y a une veine cave supérieure gauche, elle se draine au niveau du sinus coronaire et on le comprend par ce schéma embryologique. Et le poumon, lui, eh bien, on va passer d'un stade de bourgeon qui provient de l'entoblast primitif. Il va y avoir une bifurcation très tôt. On va savoir très tôt qu'il y a une latéralisation. Vous voyez que comme le cœur se pose à gauche, eh bien, le poumon gauche n'aura que deux lobes avec supérieur et inférieur, alors qu'à droite, on aura bien les trois lobes. Alors, les malformations cardiaques, comment est-ce qu'on va les voir? Eh bien, à partir de ce qu'on vient de voir là, on va voir qu'il y a des anomalies de la boucle, avec des anomalies de position des ventricules, anomalies de la septation des oreillettes ou des ventricules, anomalies d'alignement des cloisons, anomalies des connexions auriculo-ventriculaires et ventriculo-artérielles, anomalies des crêtes neurales qui vont conduire à toutes les cardiopathies conotroncales, les anomalies hémodynamiques, on va voir un petit peu aussi que l'hémodynamique, c'est la fonction qui crée l'organe. S'il n'y a pas de flux dans une structure, embryologiquement, eh bien, cette structure ne va pas se développer. Vous pouvez me répondre, je ne sais pas si Mirella est encore là. Non, elle n'a plus son micro. Bon, si j'ai pas de retour, c'est que j'espère que vous m'entendez bien. En plus, comme je suis en diaporama, j'arrive pas à voir des éventuels messages de vous, mais vous On entendez bien. Ok, donc je deux continue. coupures, mais Donc bon, alors Pas de sang, s'il vous plaît. on n'entend plus. dans le situs inversus, il faut savoir que parfois c'est complètement isolé, mais ça peut entrer dans le cadre du syndrome de Cartagénaire. Dans le syndrome de Cartagénaire, vous avez des anomalies en plus respiratoires associées.
Il peut y avoir une randomisation globale, ce sont les familles des hétérotaxies, soit asplénie, soit polysplénie, ou alors On vous entend pas, s'il vous plaît. parce que les découvertes sont incroyablement rapides en ce moment. Donc, il est possible que dans quelques temps, eh bien, on sait déjà qu'il y a des familles où on va avoir une double discordance et une transposition des gros vaisseaux. Donc, il y a une anomalie des voies d'éjection. On n'a pas encore identifié les gènes, mais il est très probable que dans les années à venir, on saura reconnaître des familles de cardiopathie et comprendre un petit peu plus la mécanistique. Alors, les anomalies du situs. La définition du situs solitus, c'est que l'oreillette droite qui reçoit théoriquement la veine cave est située à droite de l'oreillette gauche. Alors, c'est une définition qui peut paraître un peu complexe, mais en gros, lorsque l'on va faire une échographie, la première chose à regarder, c'est où est la veine cave inférieure. Y en a-t-il une ou alors, s'il n'y a pas de veine cave inférieure, c'est qu'il y a un retour azygos. Donc, si j'ai une vraie cave inférieure, cette veine, je vais la suivre. Je regarde où elle se draine. Et si elle se draine dans l'oreillette située à droite et que j'ai bien une oreillette gauche qui reçoit les veines pulmonaires à gauche, eh bien, le situs est solitus. C'est ça la définition du situs échographique. Alors, Lucie Louyel, anatomiste, va vous dire la définition pour reconnaître une oreillette droite, c'est l'auricule droit qui est de telle forme qui va dire que cette oreillette est droite, et c'est l'auricule gauche qui est plutôt en doigt de gant qui va reconnaître l'oreillette gauche, mais ça c'est plus difficile à voir en échographie, et ça se voit dans les bocaux de Lucille. Nous, heureusement, on a des enfants qui ne sont pas dans des bocaux, mais en vrai, et donc à l'écho, si on ne voit pas les auricules, on ne les voit pas très bien. En revanche, suivre une veine cave inférieure et aller regarder où est l'oreillette droite, c'est facile. Donc, la définition du situs solitus, oreillette droite située à droite, oreillette gauche située à gauche. Donc, le situs est un versus. Si l'oreillette droite, alors la morphologie des oreillettes peut être reconnue en écho parce que l'oreillette droite, elle est plutôt un peu arrondie. L'oreillette gauche, elle a une face postérieure plutôt plane du fait de l'incorporation des veines pulmonaires. Donc, si j'ai une oreillette gauche qui reçoit les veines pulmonaires situées à droite et une oreillette droite qui reçoit les veines caves situées à gauche, eh bien, le situs est un versus. Et là encore, échographiquement, le petit point, c'est d'aller suivre la veine cave inférieure au niveau sous-costal. Et si votre veine cave inférieure est située non pas à droite de l'aorte, mais à gauche de l'aorte, en général, c'est que vous allez être face à un situs inversus. Il y a les hétérotaxies et isomérismes, et il y a la boucle gauche, où le ventricule gauche est à gauche du ventricule. Le ventricule droit, pardon, est à gauche du ventricule gauche. Alors, des petits schémas du situs. Sur une radio, vous allez repérer la poche aérienne gastrique. Vous allez voir normalement la poche aérienne gastrique est située à gauche. Dans un situs inversus, eh bien, vous allez avoir l'estomac à droite. Alors, un situs inversus vrai, on peut très facilement passer à côté. Soit parce que, voilà, on dit qu'un situs inversus, hein, globalement, c'est assez fréquent. Il y a environ, on dit à peu près un peu moins d'1% de la population qui peut avoir un situs inversus. Sauf que si tout est inversé et que tout fonctionne bien, on n'a aucune raison d'en faire le diagnostic. Et d'ailleurs, en anténatal, il m'arrive de trouver des situs inversus qui étaient complètement passés inaperçus parce que l'estomac et le cœur étant du même côté, et on n'a pas vraiment fait attention, on va un peu vite et on n'a pas vu que tout était inversé. Mais si tout est inversé mais normal, à la limite, un situs inversus n'est pas une pathologie en soi. En revanche, quand les organes intrathoraciques et intra-abdominaux ne sont plus à leur place, alors là, on parle de syndrome d'hétérotaxie. Il y a le situs, mais il y a aussi la pose de trocardie à droite ou de mésocardie quand la pointe du cœur, elle est soit antérieure, enfin, elle est rétrosternale. Donc, il y a le situs, quand vous décrivez une cardiopathie, vous devez déterminer le situs et vous devez déterminer la position du cœur. Et on peut très bien avoir un situs inversus avec un cœur à gauche. Et on peut avoir un situs solitus avec un cœur à droite. Alors, on va aborder maintenant la septation atriale. La septation atriale, elle est un peu difficile à comprendre
parce qu'elle fait intervenir deux septations. Une première cloison va naître qui s'appelle le septum primum. Ce septum primum va venir de la face postérieure du massif auriculaire et va venir progresser vers l'avant et vers le bas en laissant un orifice ici, au centre, à la partie basse, je veux dire, du cœur, qu'on appelle ostium primum. Cet ostium primum, vous en avez tous entendu parler, les CIA ostium primum sont donc des CIA très particulières qui sont situées justement à la jonction auriculo-ventriculaire et on comprend embryologiquement pourquoi, puisque c'est au niveau de cette cloison qui ne se termine pas que va siéger l'ostium primum. Puis, dans un deuxième temps, il va y avoir un petit croissant qui va apparaître à la partie supérieure des oreillettes et qui va pousser vers l'arrière et laisser lui aussi un petit orifice. Et pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un petit orifice au sein des oreillettes? C'est que, in utero, l'oxygénation qui provient du placenta arrive à l'oreillette droite du fœtus. Donc, le sang oxygéné arrivant à l'oreillette droite du fœtus, il faut impérativement qu'il y ait une communication persistante in utero entre les deux oreillettes pour que l'aorte puisse recevoir le sang oxygéné qui vient du placenta. Donc, cette cloison qui est le septum secondum va être plus épaisse, plus costaud en fait, et c'est ça qui va constituer la vraie cloison interauriculaire. Le septum primum, lui, va régresser et il ne va persister que la valvule de Vieux-Sens, qui est un résidu de ce septum primum et que l'on voit flotter dans l'oreillette gauche in utero. Et c'est cette valvule de Vieux-Sens qui va venir se fermer après la naissance et qui va fermer définitivement la cloison interauriculaire qui doit toujours être ouverte in utero. Donc, les oreillettes peuvent avoir un défaut de cloisonnement. Ce défaut de cloisonnement d'oreillette primitive, elle va soit aboutir à une oreillette unique, il n'y a pas du tout de cloison entre les deux oreillettes, soit il y a juste ce petit foramen ovale qui va persister après la naissance, alors que normalement il est censé se fermer sous l'effet de l'augmentation de la pression dans l'oreillette gauche liée à la respiration, c'est-à-dire que le fœtus, dès qu'il va respirer, va mettre place la circulation pulmonaire après la naissance. Il ne l'était avant la naissance. Et du coup, cette augmentation de pression dans l'oreillette gauche va venir plaquer cette valvule de Vieux-Sens contre la cloison interauriculaire et fermer définitivement le foramen ovale. Dans un certain pourcentage de cas, et on pense que 15 à 20% de la population ne fermera jamais ce foramen ovale. Et l'importance de le savoir, c'est que dans la physiopathologie de certains AVC, il y a des embolies paradoxales à partir de ce foramen ovale persistant. La communication la plus fréquente de loin est la communication interauriculaire ostium secondum, c'est-à-dire que c'est un vrai trou au centre de la cloison. Et plus rarement, les CIA ostium primum sont celles qui entrent dans le groupe du canal atrioventriculaire et on a vu que c'est la communication qui est au contact des valves auriculoventriculaires qu'on va voir ultérieurement. Il y a aussi dans les anomalies des oreillettes, je vous ai expliqué tout à l'heure que l'oreillette gauche avait une face postérieure rectiligne du fait de l'incorporation du sinus veineux pulmonaire qui vient dans un deuxième temps s'accoupler, s'accrocher et s'incorporer à l'oreillette gauche. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque cette incorporation n'a pas lieu, on va avoir ce qu'on appelle un retour veineux pulmonaire anormal total, c'est-à-dire que ce collecteur, qu'on appelle le collecteur veineux, c'est en fait rien d'autre que l'absence de fusion entre la paroi postérieure de l'oreillette primitive et le sinus veineux qui va donner naissance aux veines pulmonaires et à l'anatomie normale des veines pulmonaires. Et il y a de rares cas aussi, on a abordé très brièvement tout à l'heure la veine cave supérieure gauche à l'oreillette gauche, mais il y a d'autres anomalies, des retours systémiques, retours azygos.
pulmonaire. Et veine cave inférieure à l'oreillette gauche, c'est beaucoup plus rare, mais ça existe. Alors, la cloison interauriculaire, comme je viens de vous l'expliquer, chez le fœtus, on est obligé d'avoir une communication interauriculaire, sinon on n'aurait pas l'arrivée de sang oxygéné au cœur gauche et à l'aorte ascendante, et si bien que l'oxygénation ne venant que du placenta, le poumon joue un très faible rôle in utero et le débit pulmonaire est extrêmement faible, de 7% en début de grossesse, 20% en fin de grossesse. Et à la naissance, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, brutalement, on demande à ce nouveau-né d'assurer l'oxygénation à partir de ses poumons et il va donc y avoir brutalement un passage d'une circulation pulmonaire quasi nulle à une circulation pulmonaire importante avec un débit pulmonaire qui doit assurer la totalité du débit systémique, c'est-à-dire QP égale QS dès la naissance. Et ceci va entraîner une augmentation du retour veineux, donc une augmentation de la pression dans l'oreillette gauche qui va devenir supérieure à la pression dans l'oreillette droite. Et cette fameuse valvule de Vieux-Sens, qui est comme une porte de bar, va venir se plaquer contre la cloison interauriculaire et fermer définitivement le foramen ovale. Dans les nouveau-nés, dans les premières heures ou les premiers jours de vie, avoir un foramen ovale encore perméable est extrêmement fréquent et pas pathologique, hein, et ça peut se fermer de façon un peu différée. Et cette persistance du foramen ovale peut expliquer de temps en temps des petites désaturations quand le ventricule droit n'est pas bien compliant. Alors, les shunts auriculaires, quelles sont les conséquences d'une CIA? Eh bien, si j'ai une CIA, qu'est-ce qui va se passer? La pression dans l'oreillette gauche est toujours supérieure à la pression dans l'oreillette droite. Donc, si j'ai un trou entre les deux oreillettes, le sang ne peut aller que dans le sens du gradient de pression et donc je vais avoir une augmentation du flux qui va passer de l'oreillette gauche à l'oreillette droite et donc augmentation du flux dans le ventricule droit et donc augmentation du débit pulmonaire. Donc, une CIA implique une augmentation du débit pulmonaire avec un QP sur QS qui peut être à 2, 3 sur 1 en fonction de la taille de la CIA et des résistances vasculaires pulmonaires. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, soit j'ai une simple CIA, soit j'ai une CIA associée à un retour veineux pulmonaire, et c'est exactement la même physiologie, c'est-à-dire que je vais avoir beaucoup trop de sang qui arrive dans mes cavités droites, sauf que dans le retour veineux pulmonaire anormal, s'il est total, il est très important, vous savez que c'est l'unique urgence chirurgicale. Aujourd'hui, on ne fait déplacer un chirurgien la nuit que pour un retour veineux pulmonaire anormal total ou parce qu'il y a une transplantation à faire en urgence ou une ECMO à brancher. Mais plus aucune chirurgie n'est urgente, sauf le retour veineux pulmonaire anormal total bloqué, puisque si toutes les veines pulmonaires arrivent à droite et que je n'ai aucun sang oxygéné qui arrive dans mon eh bien, si vous devez vous faire un nouveau-né, eh bien, devant toute cyanose réfractaire, vous devez absolument demander une échographie. Va rechercher un shunt à l'étage auriculaire avec un shunt inversé. Donc, si vous êtes en réa, que vous avez un enfant qui va pas bien, qui a une cyanose réfractaire et qu'à l'écho, vous avez l'impression que l'anatomie du cœur est normale, il faut absolument que vous recherchiez les veines pulmonaires et que vous vous assuriez que ces veines pulmonaires sont bien à l'oreillette gauche. Et si les veines pulmonaires sont à l'oreillette gauche, et si vous avez un petit shunt qui n'est pas droite-gauche, eh bien, vous éliminez assurément un retour veineux pulmonaire anormal. Si j'ai un retour veineux pulmonaire anormal, j'ai obligatoirement un shunt droite-gauche à l'étage auriculaire au travers de mon foramen ovale. C'est impossible autrement. Donc, voilà, des petites clés. Mais on peut très bien passer à côté d'un retour, c'est facile à faire. Parce que dans un retour veineux pulmonaire anormal, les veines pulmonaires, on les voit. Sauf qu'il faut les voir rentrer dans l'oreillette. Et ça, c'est plus difficile, surtout chez un enfant qui ne va pas bien, qui est éventuellement ventilé. Donc, c'est un diagnostic qui n'est pas toujours facile à faire. Alors, on va aborder maintenant les ventricules. On a fini avec les oreillettes. Qu'est-ce qui peut se passer au niveau des ventricules? Donc, le cloisonnement ventriculaire, il est un peu complexe. Le ventricule,
primitif, il va subir un cloisonnement essentiellement par un bout de septum ici qui va venir pousser de la pointe vers la base du cœur. Et ce septum va venir à la rencontre des autres cloisons. Quelles sont ces autres cloisons? Donc, on a l'essentiel de la cloison interventriculaire, c'est le septum trabéculé. Ce septum trabéculé, il vient du septum inferius vers la 4e semaine qui va venir monter vers notre anneau auriculo-ventriculaire et qui va venir finir la cloison du cœur lorsqu'il rencontrera les bourgeons du CAV et lorsqu'il rencontrera la cloison qui vient séparer l'aorte de l'artère pulmonaire. Donc il faut bien comprendre et voir en 3 espaces. C'est ça qui est très difficile, c'est la vision tridimensionnelle du cœur et de comprendre que cette septation se fait par différentes étapes. Le septum trabéculé qui va venir ici pousser, la séparation entre l'anneau mitral et l'anneau tricuspide lorsque la jonction auriculo-ventriculaire se terminera, et c'est la rencontre du septum inferius de ce bout de bourgeon de la cloison de entre la mitrale et la tricuspide. Et enfin, là, qui va au contact de la mitrale et qui va venir fermer aussi un bout de septum que je vais vous montrer un petit peu. Migrer pour ramener la mitrale au-dessus du ventricule gauche, la tricuspide au-dessus du ventricule droit et venir rencontrer la cloison inférieure et notre septation du conus, du tronc artériel commun, et ce tronc artériel commun qui va avoir ces petits bourgeons hélicoïdaux qui vont venir à la rencontre et fermer. Et c'est la jonction de ces 3 cloisons interventriculaires qui vont permettre une septation globale. Donc, lorsque j'ai un défaut de septation, là encore, soit j'ai pas du tout de cloison et ça va être un ventricule unique, soit j'ai un bout de cloison qui manque, alors soit c'est en plein milieu, c'est ce qu'on va appeler la CIV trabéculée, soit c'est au contact des valves auriculo-ventriculaires et ça va être ce que l'on appelle la CIV d'admission, et soit c'est juste sous les vaisseaux et ce sont les CIV d'éjection. Donc voici ici un petit schéma d'une vue du ventricule droit, et le septum trabéculé, c'est de loin l'essentiel de la cloison interventriculaire. Le septum d'admission en rouge ici, c'est celui qui est au contact des valves auriculo-ventriculaires. Le septum infundibulaire ou voie d'éjection ou CIV infundibulaire ou CIV d'éjection sont celles qui sont sous les vaisseaux. Et ce que l'on appelle la CIV périmembraneuse, c'est une petite membrane, on l'appelle membraneuse parce que une membrane qui va venir finalement la cloison interventriculaire, il reste un petit bout et comme la nature a horreur du vide, il y a une petite membrane qui vient fermer cette cloison. Alors, une vision plus anatomique, empruntée à Lucille ou elle, donc ce schéma, alors moi j'ai plus de mal à le voir, je trouve que ça me parle plus, ces petites couleurs-là, que l'aspect purement anatomique, mais j'ai essayé de vous remettre un petit peu les couleurs pour vous dire que le septum conal, c'est celui qui est sous les vaisseaux, le conus, hein, c'est vraiment sous les artères. Le septum d'admission, eh bien, c'est celui qui contacte des valves ventriculaires. Le septum trabéculé est juste ici au contact de la tricuspide et je pense que c'est en fait un petit bout de la valve tricuspide qui vient fermer ce bout de cloison. Alors on va aborder maintenant la jonction auriculo-ventriculaire qui est plus difficile à comprendre et je vais essayer, j'espère, de vous simplifier un petit peu la tâche pour comprendre ce qu'est le CAV. Donc en fonction du stade embryologique, déjà il faut savoir qu'il y a à un moment au cours de l'embryogénèse où il existe un canal atrioventriculaire, puisqu'on a une oreillette primitive, un ventricule primitif, donc on a un canal auriculo-ventriculaire physiologique, entre guillemets, à un moment donné, et en fonction du stade embryologique auquel va survenir l'anomalie, l'accident qui fait que les choses ne vont pas évoluer comme on l'aimerait,
eh bien, si ça survient tôt, on va avoir ce qu'on appelle un CAV complet. Et si en revanche ça survient plus tard, on va avoir un CAV partiel ou intermédiaire ou une anomalie isolée des valves auriculo-ventriculaires. Donc, la simplification du cloisonnement de la jonction auriculo-ventriculaire, il y a un moment où on a une oreillette primitive et un ventricule primitif. Donc, vu de l'oreillette, j'ai cet anneau rose, là, cet ovale, qui correspond à l'anneau auriculo-ventriculaire commun. Sur cet anneau vont apparaître quatre petits bourgeons, représentés en jaune à gauche, que j'ai essayé de vous représenter en rose à droite. Ces petits bourgeons, deux latéraux qui vont migrer l'un vers l'autre, et un antéro-postérieur, un antérieur, je veux dire, et un postérieur, et dans cet axe antéro-postérieur, il va aussi y avoir une migration. Donc, vous êtes dans l'oreillette primitive, et vous voyez ces bourgeons qui vont venir migrer les uns vers les autres, à la fois d'avant en arrière et latéralement, pour venir fermer complètement ce qu'on appelle la croisation entre les ventricules en bas, ça sagittale, et j'ai une bonne séparation des deux anneaux auriculo-ventriculaires avec une mitrale à gauche et une tricuspide à droite. Donc, si je vous rappelle, dans la grossesse, hein, c'est entre 8 semaines, même le terminé. Hein. Donc, si j'ai une bonne évolution qui n'a pas d'accident, eh bien, je vais une migration de ces bourgs les uns aux autres pour venir fusionner au niveau du cœur. Je vais avoir une cloison interauriculaire vers le haut, donc mon ostium primum est fermé entre les oreillettes, mon septum d'admission est fermé entre les ventricules et j'ai bien un anneau mitral et un anneau tricuspide. Si en revanche, donc ici, j'ai un anneau qui ne s'est pas fermé à gauche, je vais avoir en fait une valve septale ici commune qui va flotter. Donc j'ai un anneau auriculo-ventriculaire commun, un bout de valve ici qui flotte parce qu'elle n'a pas réussi à s'accrocher. Le septum d'admission ne s'est pas formé, l'ostium primum ne s'est pas fermé, et donc je vais avoir une CIA ostium primum, une CIV d'admission et un anneau auriculo-ventriculaire commun avec une valve septale commune. Si en revanche, l'accident est survenu plus tard dans la grossesse, en général, mon septum d'admission a pu pousser là, donc j'ai ma cloison interventriculaire qui est fermée, et il peut rester un ostium primum. Donc en général, le CAV partiel, c'est ostium primum et fente mitrale, que j'ai essayé de vous dessiner en bas ici. J'ai mon anneau auriculo-ventriculaire, j'ai bien une valve tricuspide ici, ma valve mitrale, elle est bien en place, mais elle est fendue. Donc, fente mitrale et CIA ostium primum égale CAV partiel. Ce qu'on appelle CAV intermédiaire, c'est un CAV complet, sauf que la cloison interventriculaire La connexion s'interrompt en fait, des fois.
On n'entend plus rien en fait. Le son, s'il vous plaît. On n'entend rien. Je pense qu'elle est en train d'essayer de se reconnecter. Donc, on va avoir le son de nouveau. Non, pas de son.
Je viens de me reconnecter, dis-moi si vous me voyez. C'est bon? C'est bon, allez, à tout de suite. Alors, je partage. Éteignez peut-être votre caméra pour pas prendre trop de bande passante. Ah oui, d'accord. C'est bon? C'est arrêté? Ah mince, alors. Ah mince, pourquoi j'ai ça? Docteur Lévy, bonjour, c'est la secrétaire. Oui, bonjour. Donc, on ne voit pas votre diaporama. Ben oui, je sais pas pourquoi, là, il m'a fait une fenêtre que depuis que je me suis reconnectée, il m'a fait une fenêtre que je comprends pas. Oui, mais je crois que vous êtes connecté 2 fois. Alors, attendez. Et là, c'est bon? Non, Vous le voyez là, mon écran ou pas? non, non, on ne voit pas votre écran. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me demande si vous n'êtes pas connecté 2 fois et que du coup, parce que tout à l'heure, moi, je vous voyais toujours connecté. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit après. Bon, alors, est-ce que j'éteins tout, je reprends ou quoi? Oui, je pense que ce serait le plus simple. Je suis désolée, D'accord. hein, mais je Ok, pense que vous êtes connecté à 2 endroits différents et du coup, nous, on ne voit pas votre diaporama. ok, ok. Donc, je ferme tout. D'accord, je vous remercie. Est-ce que c'est bon? On voit bien le diapo. Bon, super. Donc, on en était aux anomalies de connexion. On reprend. Donc, je vais essayer de rattraper mon retard. Je suis désolée, je vous avais promis que je serais moins longue que prévu. Mais là, du coup, on va rattraper tout ça. On est resté à la Donc, les diapo anomalies. 37 en fait. Pardon? On était resté à la diapo 37 sur la troisième des CAV, en fait, si possible. Ah, quoi, ici? Ouais, c'était juste avant, c'était la croissance des coussins. Ouais, Ah, j'ai excuse-moi. parlé dans le vide. OK. Merci. Celle-là, vous l'avez. Celle-là, pas.
Oui, c'est bien cela. Donc celle-là, ok. Donc le CAV, donc j'expliquais que le canal atrioventriculaire, il est complet lorsqu'il y a un défaut de fermeture de la cloison interauriculaire au contact des valves, c'est ce qu'on appelle la CIA ostium primum. Lorsqu'il y a un défaut de fermeture de la CIV d'admission, dans le septum d'admission, la fermeture pardon, du septum d'admission, donc dans un CAV complet, on a à la fois une CIA ostium primum, une CIA d'addition et un anneau auriculo-ventriculaire commun. Dans une CIA, un CAV partiel, on a uniquement une CIA ostium primum et une fente mitrale que je vous ai représentée ici en bas. Donc vous avez une belle tricuspide, un bel anneau tricuspide, un bel anneau mitral, sauf qu'au niveau du feuillet antérieur, il y a cette petite indentation qui correspond à une fente mitrale. Donc en microscopie électronique, on voit très bien ici le sourire de la mitrale. L'anneau mitral est ici, à gauche, l'anneau tricuspide à droite. Et dans un CAV, on voit ici cet anneau commun avec une valve complètement déchiquetée en étoile qui correspond en fait au feuillet à la fois de la mitrale et de la tricuspide. On va voir maintenant les anomalies de connexion ventriculo-artérielle et auriculo-ventriculaire. Donc, les discordances, on dit que la connexion est concordante lorsqu'elle est normale, c'est-à-dire que normalement, on a oreillette droite qui est connectée à un ventricule droit et oreillette gauche connectée à un ventricule gauche. Lorsque l'on n'a pas cette bonne association, on parle de discordance. Donc, on a soit une discordance auriculo-ventriculaire, et si on a une discordance auriculo-ventriculaire, ça signifie qu'on a bien une oreillette gauche qui reçoit les veines pulmonaires, qui va se drainer dans un ventricule morphologiquement droit. Et on a une oreillette droite les veines caves qui va se drainer morphologiquement gauche. À la limite, qu'on ait un ventricule droit situé à gauche au lieu d'être à droite et un ventricule gauche situé à droite au lieu d'être à gauche, eh bien, ça n'a pas grande importance, sauf que l'anatomie, l'architecture d'un ventricule gauche n'est pas du tout la même que celle d'un ventricule droit. Un ventricule gauche est fait pour vivre le maximum d'années à forte pression, alors qu'un ventricule droit n'est pas fait pour travailler à forte pression. Donc on sait que lorsqu'on a une discordance auriculo-ventriculaire, le ventricule morphologiquement droit qui est situé sous l'aorte va se fatiguer beaucoup plus vite qu'un ventricule qui aurait été un ventricule gauche. Donc la discordance auriculo-ventriculaire isolée, c'est rarissime. Le plus souvent, lorsqu'il y a une discordance ventriculo-artérielle, il y a également une discordance lorsqu'il y a une discordance auriculo-ventriculaire, il y a aussi le plus souvent une discordance ventriculo-artérielle, ce qu'on appelle la double discordance, c'est-à-dire qu'on a oreillette droite, ventricule gauche, artère pulmonaire, oreillette gauche, ventricule droit, aorte. Donc le sang rouge qui vient des veines pulmonaires va bien gagner l'aorte et le sang bleu qui vient des veines caves va bien aller dans l'artère pulmonaire, sauf que les ventricules sont inversés. La pathologie que vous connaissez tous, c'est ce qu'on appelle la transposition des gros vaisseaux. La transposition des gros vaisseaux, c'est une discordance ventriculo-artérielle isolée, c'est-à-dire qu'on a simplement une bonne oreillette gauche qui reçoit les veines pulmonaires, qui se draine dans un bon ventricule gauche, sauf que l'artère qui sort du ventricule gauche est une artère pulmonaire et non pas une aorte. C'est la transposition des gros vaisseaux. Vous êtes en chirurgie cardiaque, des cardiopathies congénitales, donc vous avez tous déjà vu des switches. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, j'ai une concordance, oreillette droite, ventricule droit. Dans l'oreillette gauche, j'ai un ventricule droit et j'ai une artère pulmonaire. Donc, globalement, mon sang rouge, il va dans l'artère pulmonaire, mon sang bleu qui vient des veines caves, il va aller dans l'aorte. Donc, c'est une physiologie de transposition des gros vaisseaux, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout le sang rouge là où il doit être, mais uniquement parce que j'ai une discordance
auriculo-ventriculaire isolé, mais j'ai bien un ventricule droit qui donne une artère pulmonaire. Sauf que si j'ai un ventricule droit qui donne une artère pulmonaire, eh bien, ça ne va pas du tout aller. Donc, l'enfant va avoir une cyanose à la naissance et il va falloir agir très vite. Dans la discordance ventriculo-artérielle isolée, c'est la transposition des gros vaisseaux. J'ai mes veines pulmonaires, oreillettes gauche, ventricule gauche, artère pulmonaire, tout ça, même à leur place. Dans la double discordance, eh bien, je vais avoir mes veines pulmonaires qui donnent l'oreillette gauche, qui vont dans l'oreillette gauche, je veux dire, qui vont se drainer dans un ventricule morphologiquement droit, et ça donne une aorte. Avant l'ère de la cardiologie fœtale, eh bien, ces cardiopathies, on les découvrait à l'âge adulte. On les découvrait à l'âge adulte parce que, en fait, à la naissance, l'enfant va très bien, le sang rouge va bien dans l'aorte, et si le ventricule fonctionne bien, eh bien, on va découvrir cette cardiopathie à l'âge adulte. Et on a eu le cas aussi dans tous les services de chirurgie, on a des patients qui sont référés pour fuite mitrale. Et en fait, ces fuites mitrales, quand on connaît un petit peu et qu'on fait un peu attention, on s'aperçoit que cette valve n'est pas une valve mitrale, mais une valve tricuspide qui fuit sur un ventricule droit en position systémique. Donc la double discordance, le plus souvent, l'enfant va bien. Sauf que c'est un ventricule droit, et je vous ai expliqué tout à l'heure qu'un ventricule droit n'est pas du tout fait pour être à pression systémique pendant très longtemps. Donc ce sont des enfants qui peuvent aller bien pendant des années, parfois très longtemps. Moi, j'ai une de mes patientes qui a plus de 50 ans maintenant, et on a découvert sa cardiopathie alors qu'elle était enceinte, et elle nous avait été adressée pour fuite mitrale décompensée pendant la grossesse. Et en fait, pendant la grossesse, effectivement, le débit cardiaque augmente, le ventricule s'est dilaté, la fuite, elle s'est le bébé venir au monde, et cette patiente a non seulement une enfant qui a maintenant près de 20 ans, mais elle-même n'a jamais été opérée. Elle a une fuite qui est bien contrôlée par les traitements médicaux et un ventricule qui tient la route. Donc on peut vivre très longtemps avec une double discordance isolée. Sauf que dans la majorité des cas, eh bien, ce ventricule va défaillir et cette valve aussi va se mettre à fuir. D'où vous avez sûrement entendu parler du cerclage que l'on propose de façon préventive, entre guillemets, à ces enfants en disant qu'est-ce qui se passe? Si je fais un cerclage de l'artère pulmonaire, eh bien, je vais permettre à ce ventricule gauche de rester à forte pression. Et si le ventricule se met à défaillir et que je dois faire un double switch plus tard, eh bien, au moins le ventricule gauche ne se sera pas dépréparé. Donc, ça, c'est de la théorie physiologique, et aussi ça avait été évoqué parce qu'on sait que les doubles discordances qui ont une sténose pulmonaire, eh bien, on a l'impression que la valve tricuspide en position systémique fuit moins, comme si la position septale ici contribuait, le fait d'avoir une forte pression dans le ventricule gauche permet au septum de ne pas s'écarter, de ne pas avoir une dilatation de l'anneau tricuspide et préserver un petit peu le fonctionnement de la valve tricuspide. Donc, ce n'est pas du tout admis, hein, mais il y a certains protocoles qui sont, pour lesquels on dit, eh bien, tous les enfants une double discordance, eh bien, trop pratique, c'est pas fait comme ça, parce qu'il y en a qui vont très bien, et aller proposer un cerclage pulmonaire à un enfant qui va bien, qui se plaint de rien, c'est un petit peu difficile éthiquement. Et en revanche, si on a d'emblée une fuite de la valve tricuspide, là, on est très, très, très tenté de faire ça, parce qu'on se dit, on sait que s'il y a une valve tricuspide qui fuit dès la période néonatale, ça ne va pas être de bon pronostic pour cette double discordance. Donc, autant faire un cerclage pulmonaire qui aura une double vertu. Tant mieux si ça permet de restabiliser la valve tricuspide et faire en sorte que ça fuit moins. Et en plus, si toutefois il n'allait pas bien et qu'on était obligé de faire un double switch, eh bien, au moins le ventricule gauche ne se sera pas dépréparé, parce que vous savez qu'après la naissance, lorsque les résistances vasculaires pulmonaires vont baisser, eh bien, ce ventricule sous-pulmonaire va devenir un ventricule à parois très fines, puisqu'il travaille à faible pression. Donc, pour éviter que le ventricule gauche ne se déprépare, tout comme on fait un switch artériel dès la période néonatale, parce qu'on sait que le ventricule gauche a encore une paroi suffisamment épaisse pour pouvoir assurer un débit systémique lorsqu'on l'aura mis l'aorte à son contact, eh bien, on fait la même chose, et c'est le même raisonnement physiologique qui est fait dans les doubles discordances. Excusez-moi. Alors,
Comment on Oui, fait pour reconnaître finalement cette pathologie, notamment lorsque le VG est dépréparé? parce que c'est l'insertion mitrale et l'insertion tricuspide, elles doivent toujours être, elles doivent toujours être, vous voyez que je l'ai représenté volontairement ici décalée. Une tricuspide est toujours implantée vers la pointe, une mitrale est toujours implantée vers la base. Donc si le décalage est inversé, vous devez toujours avoir un aspect comme je vous l'ai représenté ici sur les deux schémas de gauche. Une tricuspide est toujours plus vers la pointe qu'une mitrale. Merci. Merci. Il y a aussi l'anatomie du ventricule, des pieds. Donc, en gros, euh, morphologie le des vaches. Et ce que j'ai répondu, donc sur Oui, merci. présimitral, d'une sous-jacente, le non ventricule. Si j'ai une atrésie mitrale, le ventricule gauche correspond un peu en compte. On n'entend pas, ça coupe tout le temps. Pardon? Ça coupe tous les 2 secondes. Là, c'est peut-être mieux. J'ai une bonne connexion, j'ai tout ce qu'il faut. Pourtant, j'ai un bon. Je suis rentrée exprès chez moi pour être à l'hôpital où le réseau est mauvais. Peut-être en coupant votre vidéo, on gagnerait. Je comme oh, On n'arrive pas à suivre, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de coupures de son. On n'arrive pas à suivre. c'est marqué ça. J'ai coupé la vidéo. Est-ce que c'est mieux? Vous m'entendez ou pas? Ça a l'air un petit peu mieux là tout de suite. Bon, alors, je continue sans vidéo. Pas là, on est d'accord. Non, ouais, c'est bien comme ça. D'accord. Alors, on y va. Donc, je reprends donc l'atrésie tricuspide. En fait, le fait d'avoir l'absence de valve ici fait que le petit ventricule, on va avoir un tout petit ventricule droit. Et selon que les vaisseaux sont bien posés ou mal posés, eh bien, on aura une sténose sous-aortique ou sous-pulmonaire. Dans l'atrésie mitrale, pareil, le ventricule gauche va être tout petit, avec en général une aorte qui sera également hypoplasique. Là que j'arrive plus à passer mes vidéos.
Alors, oui, on appelle les cardiopathies conotroncales, c'est-à-dire qu'elles concernent la formation et la terminaison en fait des voies On n'entend rien. On n'entend plus rien. Allez, je vais essayer de bouger.
Est-ce que c'est bon ou pas là? Là, c'est tout bon. Ah, eh ben, bon, j'ai changé de place, peut-être que ce sera meilleur. Allez, on y va, on reprend. Donc, les cellules de la crête neurale, donc on a dit, je ne reviens pas dessus. Les cardiopathies conotroncales, c'est à la fois un défaut de migration des cellules de la crête neurale, un défaut d'adjonction des cellules myocardiques de l'aire cardiaque antérieure, un défaut d'élongation de la voie d'éjection et un défaut de convergence et de wedging. Donc, c'est une classification, à la limite, ça concerne un petit peu toutes les étapes, mais le point commun, c'est la CIV qu'on appelle par malalignement, c'est-à-dire qu'on va avoir un défaut de rencontre de la cloison interventriculaire trabéculée avec le conus qui vient en fait terminer la séparation entre l'aorte et l'artère pulmonaire et qui va venir se connecter à la cloison interventriculaire. Et donc, ces fameuses CIV par malalignement vont conduire à un vaisseau qui ne sera plus en continuité, ce qu'on appelle la CIV haute ou CIV d'éjection. Et par exemple, dans la tétralogie de Fallot, je vais tout de suite vous montrer un schéma. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si ce septum conal qui est entre les deux artères, au lieu de venir à la rencontre ici du septum trabéculé, se retrouve basculé vers l'avant et la droite, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va du coup venir à la fois décaler l'aorte, puisque le septum, il est complètement accroché au vaisseau. Donc l'aorte, si le septum conal bascule, l'aorte aussi va venir vers la droite, ce qu'on appelle la dextroposition aortique. L'espace au niveau de l'infundibulum pulmonaire se retrouve réduit et on va donc avoir une sténose infundibulaire et donc moins de sang qui va aller dans l'artère pulmonaire et du coup on va avoir une artère pulmonaire plus petite que l'aorte. Donc quand on parle de tétralogie de Fallot, M. Fallot il avait décrit 4 anomalies dans la tétralogie de Fallot, mais globalement, maintenant qu'on comprend l'embryogénèse, il n'y a qu'une seule anomalie qui est la bascule du septum conal qui va aboutir à la dextroposition aortique, à la CIV par malalignement, à la sténose pulmonaire et en postnatal à l'hypertrophie ventriculaire droite liée à cette sténose pulmonaire. Donc, tout est conséquence de cette bascule du septum conal. Et dans les cardiopathies conotroncales, soit la bascule a lieu à droite et on va avoir tétralogie de Fallot, atrésie pulmonaire, soit la bascule a lieu à gauche, et si la bascule a lieu à gauche, on va être dans ce qu'on appelle les syndromes de coarctation ou d'interruption d'arche, parce que la bascule arrivant à gauche, eh bien, on va avoir moins d'espace dans la voie d'éjection gauche, et c'est la aorte qui se retrouvera plus petite que l'artère pulmonaire. Donc les cardiopathies conotroncales, c'est une anomalie de positionnement du septum conal qui n'est pas venu à la rencontre de la cloison interventriculaire. Donc, cette bascule antérieure, elle va conduire à une HTAP, puisqu'on va avoir une CIV avec trop de sang qui va passer ici vers le ventricule droit et l'artère pulmonaire, et en revanche, une aorte dont la voie d'éjection, la voie sous-aortique va être étroite du fait de cette bascule du septum conal. Et comme la voie sous-aortique est étroite, il va y avoir moins de sang qui va passer, et donc on va avoir une coarctation et éventuellement aussi une hypoplasie de l'aorte horizontale et au maximum une interruption de l'arche aortique. L'interruption de l'arche aortique et le tronc artériel sont beaucoup plus associés au Di-George que la tétralogie de Fallot. Alors, les causes des cardiopathies, eh bien, on va trouver des causes chromosomiques dans 5% des cas seulement. Alors, comme je vous le disais en préambule, dans 5% des cas seulement parce que le niveau de connaissance de la génétique aujourd'hui ne permet d'identifier que 5% des malformations. Et pourquoi est-ce qu'on a été si en retard dans l'analyse génétique des cardiopathies? Eh bien, c'est que jusqu'à présent, les cardiopathies, beaucoup des cardiopathies mouraient en période néonatale ou dans la petite enfance. Aujourd'hui, on a des cohortes de familles, c'est-à-dire que ces cardiopathies ont pu devenir parents. Donc, quand ces adultes qui ont eu des cardiopathies deviennent parents, eh bien, on s'aperçoit maintenant qu'il y a des récurrences de cardiopathies. Avant, on disait bah, c'est la faute à pas de chance, il y a une malformation cardiaque, c'est arrivé une fois, ça n'arrivera plus. En revanche, maintenant, on sait qu'il y a plus de cardiopathie lorsque les parents sont porteurs de cardiopathie. Le risque n'est pas énorme, mais il y a un surrisque indiscutable de cardiopathie dans la descendance de personnes qui ont eu une cardiopathie un peu plus marquée lorsque c'est le père qui a eu une cardiopathie que lorsque c'est la mère. Donc, les anomalies chromosomiques, indépendamment des récurrences de cardiopathie, on sait que la trisomie 21, par exemple,
va être associée à une malformation cardiaque dans près de la moitié des cas. Et le plus souvent, ce sont des canaux atrioventriculaires. La trisomie 13, il y a 80% de cardiopathie dans la trisomie 13 et dans la trisomie 18, encore plus. Le Turner va être associé à un risque de coarctation. L'anomalie de Dijorge, donc la microdélétion du chromosome 22, ce sont surtout les anomalies des arcs bronchiaux, anomalies faciales et thymiques et malformations conotroncales qui sont associées. Dans le Williams-Seberen, on a des anomalies des racines, plutôt des sténoses supravalvulaires, aortiques et pulmonaires. Donc dans 95% des cas, il n'y a pas d'anomalie chromosomique et on va chercher d'autres choses. Donc on va trouver des anomalies des gènes, le NUNAN. On sait que les mutations Notch et NKX 2.5 vont donner aussi les anomalies de la filamine A, le Marfan, le chromosome qui sont porteurs du chromosome 15, le Holtoram, le T-Box sur le chromosome 12. Enfin, on est en pleine découverte de tas de gènes qui pourraient être impliqués dans les cardiopathies congénitales et je pense que dans l'avenir, on va en trouver beaucoup plus. Il y a les atteintes syndromiques. Vous savez que le cœur, eh bien, malheureusement, il est souvent associé à d'autres anomalies extracardiaques. Dans la tétralogie de Fallot, c'est une cardiopathie certes curable, mais dans près de 30% des cas, on va découvrir des anomalies en postnatal. C'est-à-dire que nous, quand on fait des diagnostics de Fallot en anténatal, même si c'est une forme anatomique sympathique, où on est rassurant avec le couple en disant c'est une cardiopathie qu'on va savoir réparer, votre enfant va être opéré entre 4 et 6 mois, on va fermer le trou, on va élargir la voie pulmonaire et puis il va avoir une vie très proche de la normale. Mais néanmoins, dans près de 30% des cas, on va trouver des anomalies associées, vertébrales, digestives, atrésie de l'œsophage ou anomalie, imperforation anale. Enfin, il y a vraiment des malformations assez sévères qui peuvent être associées à la tétralogie de Fallot, pardon, mais dont on n'est pas bon du tout en diagnostic anténatal. Donc, anomalie génétique, anomalie exogène. Hein, vous savez que dans les cardiopathies fétales et alcooliques, il va y avoir des anomalies cardiaques, les intoxications médicamenteuses. Il y a certains médicaments qui sont impliqués dans les anomalies de formation du cœur, tels que les antidépresseurs inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, le lithium. Dans le diabète, diabète gestationnel ou préconceptionnel peut donner des cardiopathies. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre facteur de risque? Le diabète, la phénylcétonurie maternelle s'accompagne de malformations cardiaques. Voilà, il y a pas mal de maladies connues pour entraîner un petit surrisque de malformation cardiaque. Mais dans l'immense majorité des cas, on ne sait pas. Et c'est vous, prochaine génération, qui, je pense, trouverez la cause. Donc, désolée pour tous ces problèmes techniques qu'on a rencontrés ce matin. J'espère quand même, bon, de toutes les façons, vous aurez le cours en support, mais si vraiment il y a des choses qui ont vraiment manqué, je suis prête à revoir avec vous certains points. Et de toutes les façons, on se reverra pour l'HTAP. Donc, s'il y a vraiment des gros trucs en suspens, j'espère qu'on aura eu le temps de les compléter. Donc, en pratique, ce que vous devez retenir, c'est que vous devez toujours faire une analyse anatomique complète. Une analyse anatomique complète, c'est-à-dire que vous allez tout regarder. Les veines, les oreillettes, la jonction auriculo-ventriculaire, le ventricule, les voies d'éjection, la cloison, les artères. Aucun raccourci, aucun raccourci. Vous devez tout analyser. Si vous n'arrivez pas, moi, aujourd'hui, ce n'est pas honteux de poser un schéma. Vous prenez une feuille, vous mettez un schéma de vos 4 cavités. Comment est la pression? Qu'est-ce que je vois là? C'est quoi ce trou? Pourquoi est-ce que ça passe dans ce sens-là? Il y a quelque chose d'incohérent. J'ai un trou entre les ventricules. Je vois que le flux il va de la droite vers la gauche. Pourquoi est-ce qu'il irait de la droite vers la gauche? Est-ce que j'ai un obstacle sur la voie pulmonaire pour l'expliquer? Oui, je vais mesurer mon gradient. Effectivement, j'ai un gradient de 100, donc ma pression dans mon ventricule droit est forcément plus élevée que la pression dans le ventricule gauche et c'est la seule et unique raison pour laquelle le shunt passe de la droite vers la gauche. Jamais un shunt ne va aller de la droite vers la gauche. Si ça va de la droite vers la gauche, vous devez comprendre pourquoi le shunt est inversé. Un shunt, quand j'ai un trou dans le cœur, ça va toujours des fortes pressions vers les faibles pressions. Donc toujours de la gauche vers la droite. Si ça va de la droite vers la gauche, c'est que la pression à droite est supérieure à la pression gauche et vous devez absolument comprendre pourquoi. Donc, la physiopathe, elle est indispensable et il n'est pas honteux de poser des schémas, de se reposer les questions et de poser les bonnes questions et de
pour être un bon docteur, il faut savoir poser des questions, il faut savoir connaître ses limites, il faut savoir demander à un collègue lorsqu'on a un doute plutôt que de rester dans une ignorance qui va conduire à une escalade d'erreurs diagnostiques et donc forcément à enjeux potentiels thérapeutiques. Est-ce que cette cardiopathie, elle est réparable ou est-ce qu'on va être obligé de faire que du palliatif parce que le ventricule est trop petit pour pouvoir être une réparation biventriculaire? Nous, notre mission de cardiopédiatre, de réanimateur, de chirurgien cardiaque, c'est de tout faire pour restaurer une anatomie et une physiologie normale. C'est-à-dire, je dois essayer d'avoir ma séquence sang rouge qui arrive dans l'oreillette gauche et qui doit regagner l'aorte, sang bleu qui arrive dans l'oreillette droite et qui doit regagner l'artère pulmonaire. Et ce, si possible, avec 2 ventricules, parce que 2 ventricules, ça va donner des flux pulsés dans mes 2 artères et donc à long terme, c'est bien meilleur. Certes, je sais faire une dérivation cavo-pulmonaire si j'ai un cœur univentriculaire, mais je sais pertinemment que l'absence de pulsatilité au niveau des artères pulmonaires va retentir sur tout mon réseau veineux systémique avec des grosses conséquences sur la circulation hépatique, sur la circulation digestive et à terme, on sait que les dérivations cavo-pulmonaires, même lorsqu'elles fonctionnent bien, même lorsque l'indication a été bonne, que j'avais des bonnes pressions pulmonaires, des bonnes résistances vasculaires pulmonaires, je sais qu'à terme, cette dérivation cavo-pulmonaire totale va avoir un impact néfaste sur la vie de ce patient. Donc, il est très important de savoir si on va aller vers du palliatif ou vers de la vraie cure chirurgicale et savoir ne pas être trop ambitieux. Ça, c'est très difficile de dire à un chirurgien, tu sais, certes, c'est un ventricule unique avec une sténose pulmonaire, mais finalement, elle est très, très bien équilibrée. Elle a un QP sur QS qui est parfait. Elle n'est pas trop bleue. Est-ce que parfois le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est parce qu'on sait faire qu'on doit faire? Là, tout est l'enjeu dans les cardiopathies congénitales de savoir si est-ce que parce qu'il existe une technique chirurgicale avec un bon chirurgien qui sait faire cette technique chirurgicale, faut-il la faire? Parce que nous, notre mission, c'est quoi? C'est d'assurer une vie normale à un enfant. C'est pas de faire en sorte qu'il ait un beau Norwood, une belle rotation conotroncale, une chirurgie extrêmement élaborée qui va, au bout du compte, donner une vie catastrophique à un enfant. Et nous, notre mission, c'est de donner une vie normale à un enfant. Donc, les points d'appel des cardiopathies et les prises en charge, eh bien, c'est toujours sur le biais de la physiologie qu'il faut raisonner. L'enfant, il va être en défaillance parce qu'il est en hyperdébit pulmonaire, c'est le cas des shunts, ou alors il est en cyanose, soit parce qu'il est en hypovascularisation pulmonaire avec un obstacle trop serré sur la voie pulmonaire, soit parce que la circulation ne se fait pas, les connexions ne sont pas bonnes, comme dans une transposition des gros vaisseaux, soit parce qu'on va avoir au contraire avec à la radio une hypervascularisation. Et là, si vous avez un enfant cyanosé avec un gros cœur et une hypervascularisation à la radio, attention au retour veineux pulmonaire anormal total dont je vous expliquais que c'était la seule urgence chirurgicale aujourd'hui. Les symptômes, il y a de la défaillance, il y a de la cyanose, il y a la douleur, c'est ça les signes d'appel cardiologique, les douleurs thoraciques ou les malaises, et bien ça on va penser aux anomalies de naissance coronaire que je ne vous ai pas abordées ici, mais je suppose que c'est abordé dans d'autres cours. Et bien sûr, il faut savoir rester médecin. Et très souvent, moi, pour avoir travaillé en chirurgie cardiaque pendant des années, quand on me demande est-ce que tu peux me dire si le blaloc il est bouché ou pas, eh bien, je prends mon stéthoscope et j'écoute. Parce qu'il faut savoir raison garder et savoir que l'auscultation et la clinique restent quand même, bien sûr que l'écho est très performant et qu'on a plutôt tendance à prendre sa sonde d'écho. Mais avant de prendre la sonde d'écho, moi quand j'enseigne aux étudiants, je pique une crise quand je les vois prendre la sonde d'écho avant d'ausculter un patient. L'auscultation doit rester le premier examen, c'est-à-dire vous regardez un patient, inspection, palpation, percussion, auscultation, eh bien, ça restera le fondement quand même d'un examen clinique. Et il ne faut pas l'oublier parce que l'auscultation, quand même, elle va vous dire s'il y a un souffle, elle va vous dire s'il y a un souffle continu, elle va vous donner beaucoup de renseignements. Bien sûr que l'écho va compléter en réa toute votre analyse, mais l'auscultation vous donne énormément de renseignements.
et la palpation d'un foie et la palpation des artères. Un enfant qui a eu une ponction et qui a déclaté dans tous les sens, le nombre de fois où les enfants arrivent en salle après un long séjour en réanimation, on s'aperçoit qu'il y a une artère, un axe artériel ou un axe veineux bouché, ou alors qu'il y a un souffle vasculaire parce qu'on a une fistule qui est passée inaperçue, soit après un cathé, soit après un cathétérisme, je veux dire cardiaque, soit après un cathé qui est resté en place. Attention, la clinique doit primer. L'échographie n'arrive qu'après. Donc, en conclusion, quelle que soit la classification que vous utiliserez, eh bien, l'important, c'est de comprendre exactement ce que vous avez comme pathologie cardiaque en face de vous. Il faut que vous sachiez comprendre la physiologie et agir à la fois pour agir bien anatomiquement, il faut bien comprendre la physiologie. Sinon, si vous n'avez pas compris ce à quoi vous êtes confronté, eh bien, vous n'allez pas faire le bon traitement. Pour faire un bon traitement, il faut toujours se poser la bonne question. Qu'est-ce que j'ai face à moi? Est-ce que cette cardiopathie est réparable? Où est l'aorte par rapport au ventricule gauche? Où est l'artère pulmonaire par rapport au ventricule gauche, au ventricule droit? Comment est-ce que je vais pouvoir réparer cette cardiopathie? Est-ce que le chirurgien va pouvoir faire une bonne tunnelisation VG aorte? Oui, non. Est-ce que l'artère pulmonaire est plus proche que l'aorte du ventricule gauche? Auquel cas, ce sera une tunnelisation ventricule gauche, artère pulmonaire, puis ensuite switch. Tout ça, c'est vous qui allez devoir l'établir, c'est vous qui allez devoir regarder. Ensuite, votre mission, vous, de réanimateur, le patient, il vient après la chirurgie. Est-ce que la chirurgie, elle a répondu aux objectifs qui étaient fixés initialement? Est-ce que le résultat est bon? Est-ce que cette CIV, elle est bien fermée? Est-ce que dans cette tétralogie de Fallot, il reste une sténose pulmonaire? Oui, non. Est-ce que la fuite pulmonaire est massive? Oui, non. Est-ce que le patch est bien mis? Est-ce que, voilà, toutes ces questions-là, vous devez vous les poser et vous devez y répondre. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, c'est plus une pause café, mais une pause déjeuner que je vous propose. Et comme on a quand même un peu de temps par rapport à ce qui m'était fixé comme objectif, je peux répondre à vos questions. Je peux reprendre éventuellement des points qui auraient peut-être été mal entendus à cause de nos problèmes techniques ou mal compris parce que je les ai mal expliqués. Donc, je suis disponible pour vous. Dites-moi ce que vous voulez de moi. Allô, vous m'entendez? Oui? Oui, c'est juste une petite question. On dit souvent que le ventricule droit n'est pas fait pour éjecter devant une circulation systémique. La question, c'est que si on prend d'un point de vue anapathe une cellule myocardique du ventricule droit et une cellule myocardique du ventricule gauche, il y a d'énormes différences qui expliquent ça ou c'est expliqué par autre chose? Si on prend quoi? Une sténose? Une cellule myocardique, pardon. Ah, une cellule. Oui, c'est surtout la disposition, l'architecture, la façon dont le ventricule gauche est fait. Il y a une disposition d'architecture des fibres myocardiques qui n'est pas du tout la même que dans le ventricule droit. D'accord. Ok. Oui, oui. Donc Donc, un c'était ventricule droit, il n'est vraiment pas fait pour être à pression systémique tout le temps, sauf que dans la double discordance, par exemple, on sait qu'on est capable de le faire, mais et aussi quand il y a une sténose pulmonaire, on sait que le ventricule droit, il est capable de tenir très longtemps. Alors, est-ce que un ventricule droit, et c'était ça un petit peu aussi l'idée, c'est-à-dire que est-ce qu'un ventricule droit que tu cerclerais dès la naissance, est-ce qu'il deviendrait aussi bon qu'un ventricule gauche, tu vois? Parce qu'on pense qu'en postnatal immédiat, tu as des cellules peut-être encore embryonnaires qui ont peut-être un potentiel d'adaptation que tu n'as plus après, plus tard dans la vie. Mais en tout cas, c'est certain qu'un ventricule droit et un ventricule gauche n'ont pas les mêmes dispositions architecturales des fibres myocardiques. D'accord, merci beaucoup. Et un point important, la valve auriculo-ventriculaire fait partie intégrante du ventricule. Donc, si j'ai un ventricule droit, la valve est obligatoirement une tricuspide. Si j'ai un ventricule gauche, la valve est obligatoirement une mitrale. D'accord. Merci. Alors, je crois que ça a bugué un petit peu lors du CAV. Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur le CAV? S'il n'y a plus de questions. Excusez-moi, j'ai une Oui. petite question sur la structure des cellules cardiaques chez les petits, du coup. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, elles répondent moins ou de façon différente à des
aux inotropes par rapport à l'adulte? Je ne sais pas répondre à cette question parce que, premièrement, je ne suis pas réanimatrice, mais je peux imaginer que, effectivement, après, moi qui fais beaucoup d'hypertension pulmonaire, un ventricule droit d'hypertension pulmonaire, il tient très longtemps. Mais ce dont va mourir l'hypertension pulmonaire, c'est indiscutablement de la défaillance du ventricule droit. Donc, malgré tout, même si le ventricule droit est capable d'être à pression systémique pendant longtemps, il y a un moment où les fibres, elles ne tiennent pas. Donc, de toutes les façons, ce ne sont pas les mêmes cellules, ce ne sont pas la même disposition architecturale. Alors après, une cellule myocardique est une cellule myocardique. Quand on voit l'embryogénèse, mais on a vu aussi qu'embryologiquement, le ventricule droit et le ventricule gauche n'ont pas tout à fait la même origine embryologique. Donc, le cœur primitif, à partir de le ventricule primitif, il va essentiellement donner un des deux ventricules et l'autre vient essentiellement des cellules de la crête neurale et du champ cardiaque antérieur. Donc, ce n'est pas la même origine. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, la réponse thérapeutique ne va pas être la même. Et d'ailleurs, on ne traite pas de la même manière une défaillance du ventricule gauche et une défaillance du ventricule droit. Mais je ne suis pas réanimatrice pour parler spécifiquement de telle ou telle drogue sur telle ou telle pathologie. Merci beaucoup. Là pourra peut-être plus répondre que moi. D'accord, merci beaucoup. Moi, j'avais surtout, en fait, c'était sur une question sur les rapports de Shunt, sur les calculs de rapports de Shunt, que je n'avais pas réussi à comprendre totalement la saturation veineuse pulmonaire qui était égale à la saturation artérielle, aortique. Eh ben, les veines pulmonaires, pardon, j'ai eu un petit bug là. Les veines pulmonaires, elles viennent, c'est celles qui sont complètement saturées du poumon, donc tu as forcément la même saturation dans les veines pulmonaires que dans l'aorte. Mais pour le calcul de Shunt, j'avais du mal à. Enfin, si on peut le reprendre juste parce que peut-être que je me souviens, j'ai pas bien vu. Alors attends, parce que moi je t'ai pas fait le calcul de Shunt, c'était en physio, mais je peux te le reprendre. C'est-à-dire que quand tu as ton rapport QP sur QS, il va dépendre de la saturation que tu vas avoir dans l'artère pulmonaire. Plus tu as une saturation élevée dans l'artère pulmonaire, plus ton Shunt est important. D'accord? Normalement, tu fais une différence de saturation des veines et des artères. Et normalement, tu as une saturation dans l'artère pulmonaire qui est égale à la saturation dans la veine cave. Okay? Quand tu as un cœur en série, tu as la même saturation dans ta veine cave et dans ton artère pulmonaire. Si en revanche, tu as un shunt gauche-droite, tu vas avoir une saturation dans tes veines à 70% et tu vas avoir une saturation dans ton artère pulmonaire à 85 ou 90%. Et ça veut dire, donc là, ton rapport QP sur QS, il va être à 3 ou 4 sur 1. Alors que ta différence de saturation entre tes veines pulmonaires et ton aorte restera la même, puisque tu as un shunt gauche-droite. Tu comprends ça? Si tu as un shunt gauche-droite, tu me poses dans ta tête ton schéma du cœur. Ouais. Tu as une saturation dans tes veines pulmonaires à 100%. Tu as une saturation dans ton aorte à 100%. Ouais. À droite, tu vas avoir une saturation dans tes veines caves à 70%. Ouais. Et au lieu d'avoir 70% dans ton artère pulmonaire, tu vas avoir 90%. D'accord, et par la réinjection directement. Par le shunt, par le fait que le sang vienne de ton VG à 100%, il vient contaminer, entre guillemets, ton sang bleu. Donc, Ouais. tu vas avoir un sang beaucoup trop rouge dans l'artère pulmonaire. Donc, ton rapport QP sur QS, il va être, au lieu d'avoir 30 sur 30, tu vas avoir 30 sur 10. D'accord. D'accord? Ok. Ouais, non, c'était juste effectivement le calcul de Shunt que j'ai du mal à C'est la intégrer. différence entre 30 et 100, c'est-à-dire que tu as 100 dans l'aorte moins 70 dans tes VP, Ouais. ça te fait 30, et en dessous, tu vas avoir 90 dans ton AP, moins 100, 100 plutôt dans tes VP, moins 10, moins 90, donc ça fait que 10, donc tu as 30 en haut, 10 en bas, donc tu as un rapport QP sur QS à 3 sur 1. Ok. D'accord? Très bien, merci. Et ça dépend des résistances vasculaires. Tu ne peux avoir cet enrichissement que si tes résistances vasculaires permettent à ce shunt d'être important. Quand ta CIV a évolué depuis trop longtemps, à ce moment-là, tu vas avoir des résistances vasculaires pulmonaires qui vont augmenter et ton poumon se laissera beaucoup moins franchir par le shunt. Et là, tu auras un enrichissement bien moindre. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand tu as une CIV, si ton QP sur QS n'est qu'à 1 ou 1,5 sur 1, là, tu es très, très inquiet si tu as une large CIV, parce que ça veut dire que tes résistances vasculaires pulmonaires sont trop élevées, se sont élevées, et que tu as donc
Et tu es un très mauvais cardiologue parce que tu n'as pas fermé ce shunt à temps. Ok, parfait. Ok. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions?